Bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont déjà rendu présent pour cette deuxième séance de l'atelier postdoctoral, d'orientation postdoctorale, pardon. Je ne savais pas. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Medical Mind est un groupe de jeunes médecins, pharmaciens, étudiants et professionnels qui ont pour objectif la formation des étudiants en médecine, en pharmacie au Cameroun en particulier et à travers le monde en général. Donc, à travers cet atelier d'orientation postdoctorale, l'organisation souhaite prévenir la démotivation et la confusion chez les étudiants au moment du choix de leur spécialisation et favoriser un accès plus rapide à un emploi qu'il désire correspondant à son projet professionnel. Et pourquoi pas renforcer la solidarité entre la communauté des pharmaciens professionnels et la communauté estudiantine, ainsi que celle des spécialistes et des aspirants dans les différents domaines de la santé. Ce sont les objectifs de cette semaine d'orientation postdoctorale en pharmacie. Donc, comme objectif principal, donc, pour la séance d'aujourd'hui, nous aimerions mettre la lumière sur les possibilités qui s'offrent aux étudiants après l'obtention du doctorat obtenu dans une faculté de pharmacie, ainsi que les voies et moyens pour y arriver. Donc, il sera question de faire comprendre les différentes difficultés liées à l'exercice du métier de la santé dans notre contexte particulier où les ressources sont limitées et ainsi de proposer des moyens de les surpasser. Donc, là, il est 19h10. J'espère que tout le monde est présent et que les micros sont surtout coupés. Nous allons commencer par Dr Marie Padjeb, si elle est prête. Dr Marie Padjeb, elle a obtenu son doctorat en pharmacie à l'UDM en 2014. Elle a le master 1 en santé publique à l'Université de Paris en 2016. Un master 2 en recherche en épidémiologie à l'ISPES, Université de Bordeaux en 2017. Un diplôme universitaire en pharmacoépidémiologie, pharmacovigilance, département de pharmacologie, Université de Bordeaux 2017. Elle a une formation certifiante. Comme formation certifiante, elle a eu un stage professionnel en DPML au Cameroun en 2015, un stage professionnel contrôle qualité au l'ANACOM Cameroun 2016, à la Sénamé. Elle a une formation en chargée d'exploitation de la base de données de l'assurance maladie française en 2020 et une certification en pharmacovigilance internationale en Suède, un cours en Suède. En fait, c'est en cours. Donc, actuellement, elle est ingénieure d'études en pharmacoépidémiologie, service de pharmacologie au CHU de Toulouse et doctorante encore en deuxième année au PhD pharmacoépidémiologie à l'Université de Toulouse. Donc, de prendre la parole et de nous partager son expérience. Bonsoir à tous, je suis heureuse de participer à cette initiative de Medical Mind. Je ne connaissais pas l'ampleur de... Quand j'ai été contactée, je croyais que c'était un partage d'expérience professionnelle, mais après je me suis rendu compte que c'était un peu plus ça, c'était des ateliers postdoctoraux auxquels j'adhère totalement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en quelques mots, avec la petite expérience que j'ai, une des options de spécialisation en pharmacie qui souvent n'est pas très développée, qui est l'option de santé publique. Aujourd'hui, j'ai un co-panéliste qui est le docteur Digo Abdul, qui lui aussi a opté pour la spécialisation santé publique et qui participera par la suite, qui prendra la parole par la suite. Donc, pour commencer, tout d'abord, qu'est-ce que la santé publique? La santé publique, c'est une grosse discipline qui regroupe plusieurs métiers
Et en général, elle s'occupe de l'état de santé global des populations sous tous ses aspects, dont notamment les aspects curatifs, préventifs, éducatifs et sociaux, pour ensemble faire une en place d'actions de promotion de santé, des actions de prévention, de traitement, mais également des actions de réadaptation des handicapés. En gros, la santé publique, c'est une interface entre le secteur politique, donc décisionnel, faisant intervenir différents secteurs, différents niveaux de décision, nationales, départementales ou municipaux, avec les professionnels de santé dans leur ensemble, dans leur globalité. L'objectif de la santé publique est de mettre en œuvre et d'évaluer dans des actions qui permettent d'améliorer l'état de santé de la population. De la population, là, j'insiste par le fait que la santé publique, comme son nom l'indique, elle est publique, elle est globale. Donc, elle englobe une grande majorité de personnes, concrètement à la santé, concrètement à la santé médicale, les soins médicaux qui sont faits par nos domaines de santé au quotidien, où on s'intéresse aux soins de santé, à la santé individuelle des personnes de la société. Donc, en définitive, la santé publique, c'est la science et l'art de prévenir les maladies. On a un gros pôle de prévention en santé publique, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale, psychique des individus par le moyen d'une action collective. Donc, le grand axe de la santé publique est vraiment cette action collective. On mènera des actions, on mènera des projets, mais dans un but de santé publique, de santé globale. La santé publique donc se décline en plusieurs métiers, je dirais, plusieurs métiers de la santé publique. Elle est très vaste, elle est très large et diverse. Les métiers, les premiers métiers qui sont les métiers un peu plus techniques et un peu plus de terrain sont, premier, l'épidémiologie, qui est très reconnue et qui est souvent associée aussi à la recherche clinique. L'épidémiologie, elle, c'est l'étude de la distribution des problèmes de santé dans le temps et dans l'espace et des déterminants de ces problèmes de santé dans la population humaine. L'épidémiologie, les décisions, les conclusions qui sont faites en épidémiologie sont des axes qui permettent en fait de continuer avec le domaine de la recherche clinique, des axes qui permettent de mener des hypothèses en recherche clinique et où là, à la suite, dans la finalité de mise au point d'un médicament, la recherche clinique, elle consiste à faire des essais cliniques d'un médicament en devenir sur des populations. Et là encore, la recherche clinique entre dans la santé publique parce qu'elle englobe un grand nombre de personnes et pas la santé individuelle des personnes. L'autre métier de la santé publique que nous avons également très technique, c'est la biostatistique. La biostatistique, qui est là, c'est un domaine qui fait intervenir les mathématiques et les stats, ainsi que l'informatique, pour l'analyse des problèmes liés à la santé des populations. Ensuite, dans les domaines un peu plus administratifs de la santé publique, nous avons le management des organisations et des politiques de santé, qui vise à former des responsables d'établissements et des services qui assurent la prise en charge de deux publics en particulier, les personnes malades pour le secteur sanitaire, donc ce sont en gros les hôpitaux, les centres de soins, et le deuxième public visé, c'est les personnes âgées ou handicapées, donc notamment des adultes et enfants, pour le secteur médico-social. Et là, ici, on vise notamment les maisons de retraite, les centres spécialisés pour handicapés ou pour aide à l'enfance. Donc, le prochain métier, c'est celui de promotion et d'éducation pour la santé. Et là, l'objectif est de permettre aux personnes et aux communautés d'améliorer la maîtrise de leur propre santé. Donc, ensuite vient un pan plus international de la santé publique, c'est la santé internationale. Et elle se focalise sur l'analyse de déterminants cliniques, sociaux, comportementaux, économiques et politiques dans tous ces aspects de la santé dans les pays à ressources limitées. Donc, cette santé publique est très dirigée vraiment vers la santé dans les pays à ressources limitées.
Elle permet ainsi la définition d'interventions de prévention et de prise en charge des problèmes de santé et enfin l'évaluation des actions qui ont été entreprises au préalable. Un autre métier de la santé publique, c'est la santé et le travail et la santé et l'environnement. Elle englobe les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux et psychosociaux et esthétiques de l'environnement de l'humain. Et dans cet environnement de l'humain, on englobe également son travail. Le dernier métier de la santé publique, qui lui aussi est technique, c'est celui des systèmes d'information et des technologies informatiques pour la santé. Lui, là, c'est clairement une application des techniques issues de l'informatique au domaine médical. Donc, c'est la bioinformatique et tout ce qui va avec. Maintenant, avec tous ces métiers de la santé publique, la question est de se poser quelle est donc la place du pharmacien dans ce domaine. Le public qui est visé par les différents métiers de la santé publique, en fait, pour pouvoir intégrer une formation en santé publique, il faut avoir un background d'un diplôme en licence, parce que ces formations sont plutôt à viser master en général. Donc, elles visent les étudiants de cursus scientifiques, économiques, juridiques et sciences sociales. Et aussi divers et variés que peuvent être ces cursus, cela répond au fait que la santé publique aussi a des métiers et des thèmes divers et variés. Vous allez comprendre qu'un étudiant qui va sortir d'un parcours économique pourra embrasser, par exemple, le pan économie de la santé, management et les politiques de santé publique, mais pourra difficilement embrancher le thème que ce soit de l'épidémiologie, que ce soit de la santé internationale, où là, on veut en majorité, en priorité, un cursus un peu quand même scientifique. Donc là, iront des personnes qui ont eu un background en biologie ou en biochimie. Et, et voilà. Et ensuite, il y a les personnes des sciences juridiques, toujours ce qui est des politiques en santé ou de la promotion en santé pour les sciences sociales. Ensuite, nous avons le plus grand secteur qui a une entrée facile pour les métiers de la santé publique. Ce sont les étudiants du secteur de santé, donc notamment les pharmaciens, les médecins, les chirurgiens dentistes, les vétérinaires, en gros. Et donc, ce public-là, il a une entrée très facilitée pour les études en santé publique parce qu'il a le background nécessaire pour mener ces études-là. Donc, dans certains pays, l'entrée dans les écoles de santé publique est possible dès la 4e année des études de santé. Dans certains pays, il y a des facilités dans le système administratif qui font que ce soit dans l'option d'internat, par exemple, les étudiants en santé peuvent enranger la branche du secteur de la santé publique et se spécialiser. Il y a aussi une facilité. Le public visé, c'est aussi certains étudiants des écoles d'ingénieurs, toujours pour certains métiers de la santé publique. Mais par contre, ceux qui ont un métier très spécifique pourront embrasser également un autre métier de la santé publique qui n'est pas forcément de leur domaine. Par exemple, quelqu'un qui aura fait économie peut embrasser le métier d'épidémiologiste, mais par contre, il faudra qu'il valide certaines unités d'enseignement supplémentaires que, par exemple, celui qui a fait les études de santé n'a pas besoin de valider. Et enfin, le public visés par les formations de santé publique sont des professionnels des professionnels déjà sur le terrain, parce que eux, ils ont une meilleure compréhension de ce système de santé publique et les formations leur sont grandes ouvertes. Donc, ce seront les médecins, les pharmaciens déjà diplômés, les chirurgiens dentistes, tous les professionnels de la santé pourront facilement s'intégrer dans une formation de santé publique en post-formation de santé. Les formations en santé publique se différencient en plusieurs parcours. Le principal parcours proposé sont des masters en santé publique. Donc, les masters en santé publique, ce sont des formations longues, les plus longues parmi les formations en santé publique, qui prennent 1 ou 2 ans en fonction de l'admissibilité que l'université peut nous admettre en fonction de notre background. Et donc, ces formations longues sont par contre des formations diplômantes qui permettent un facile accès à l'emploi sur le terrain. Et les masters en santé publique
sont divisés principalement en deux parcours. Des parcours professionnels où là, l'objectif est clairement de former des individus qui seront prêts à l'emploi, qui seront prêts oui, à aller sur le terrain. Et des parcours recherche qui sont plus avisés pour des personnes qui ont une visée pour la recherche, pour l'enseignement en tant que tel. Donc, qui, après le master, continueront les études et graviront toutes les étapes de la recherche qui est un autre monde. Un autre type de formation en santé publique sont ce qu'on appelle les diplômes universitaires, les diplômes interuniversitaires. Là, ce sont des formations courtes, toujours diplômantes. Elles durent environ, en moyenne, 6 mois et se suivent par une rédaction d'un projet de mémoire. Par contre, les masters se suivent généralement par un stage obligatoire de 6 mois souvent ou de 4 mois en première année pour pouvoir valider le master. Donc, les DU, par contre, contrairement aux masters qui sont généralistes, qui ouvrent sur les grands métiers de la santé publique, les diplômes universitaires sont des formations dans des domaines très spécialisés de la santé publique. Par exemple, vous aurez par exemple un master en épidémiologie, mais l'épidémiologie, elle encore est divisée en plusieurs branches. Vous aurez donc des diplômes universitaires sur la neuroépidémiologie, sur l'épidémiologie, la pharmacoépidémiologie, notamment pour les pharmaciens, dans l'épidémiologie associée aux médicaments, qui est la branche que moi, pour laquelle j'ai opté. Et donc, ces formations sont, ou encore même l'épidémiologie dans le VIH. Donc, vous voyez que ce sont des formations, des diplômes universitaires sont vraiment très spécialisés. C'est très souvent pour des personnes qui ont même déjà un diplôme en santé publique, un diplôme pas spécifique, un diplôme voilà, d'épidémiologie, par exemple, en santé publique. Ensuite, nous avons comme autre formation en santé publique les écoles d'été. Les écoles d'été, ce sont des formations encore plus courtes que les diplômes universitaires qui, elles, sont non diplômantes. Non diplômante, pas dans le sens où vous n'aurez aucun papier, vous aurez une attestation de formation pour avoir suivi une école d'été. Elle dure en moyenne 3 semaines, 2 à 3 semaines. En moyenne, elle dure 2 à 3 semaines. Donc, vous voyez que ce sont des formations très intensives qui sont dirigées pour des professionnels déjà de santé publique qui veulent avoir des expertises en plus dans le domaine où ils sont déjà. Donc, pour quelqu'un qui ferait de la biostatistique, où il y a plusieurs types de techniques en biostatistique, il y a des écoles d'été qui sont ouvertes pour d'autres techniques en biostatistique qu'il voudrait acquérir. Donc, et à la fin, il obtiendra une attestation de fin de formation. Le dernier type de formation qui est proposé en santé publique, c'est ce qu'on appelle les MOOC. En fait, les MOOC, ce sont des formations en ligne, des formations que l'on peut faire de chez soi devant son ordinateur. Certaines sont payantes, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas payantes. Il faut juste se connecter au bon moment parce que ce sont des formations qui sont données à un moment défini de l'année, un moment donné de l'année. Et il faut être connecté au bon moment et suivre la formation en même temps. Il y a des formations même qui peuvent ne pas être suivies en direct, donc qui peuvent être mises en ligne et peuvent être suivies mises en ligne en janvier et peuvent être suivies autant en octobre et de l'année qui suit. Donc, je vous ai mis ici, concernant toutes ces différentes formations que j'ai évoquées, ceux dont les liens avec mon petit parcours, j'ai pu avoir, dont je connais. En France, dans le pays dans lequel je suis actuellement, les masters en santé publique sont proposés dans diverses universités françaises et dans 2 grandes écoles de santé publique. La première école, c'est l'ISPED, qui propose, elle, des métiers de la santé publique qui sont plus des métiers de terrain. Donc, l'ISPED, c'est l'Institut de santé publique et de développement qui se situe à Bordeaux, dans l'ancienne université de Bordeaux. La deuxième école, qui elle est indépendante d'une université quelconque, c'est la Haute École des études en santé publique.
Et elle englobe plutôt les métiers administratifs de la santé publique, dont le management des organisations, promotion de la santé et tout ce pan-là de la santé publique. Donc, l'ISPED, comme l'ISPED propose aussi des masters dans ce sens-là de management des organisations de promotion de la santé, mais qui sont moins bien cotés dans ce domaine-là que les masters de l'EHESP et vice-versa. L'EHESP propose des masters de épidémio, mais qui sont moins bien cotés dans ce domaine que l'ISPED, par exemple. À côté de ces écoles de santé publique, nous avons des masters d'universités publiques françaises qui sont tout aussi compétitifs que ceux-là. Notamment, le master que j'ai fait en master 1, c'est le master de santé publique de l'université Paris-Sud, au Kremlin-Bicêtre, qui sur le terrain professionnel, en France notamment, est celui qui est le plus compétitif qui est vraiment compétitif à celui au master de l'ISPED, en tout cas. Et après, il y a les masters dans d'autres universités françaises qui, eux, sont plus spécialisés dans un pan de l'épidémie. À Toulouse, par exemple, il y a un master, mais qui est orienté épidémiologie clinique. En Lyon, il y a un master épidémiologie, mais orienté plutôt gestion des risques. Donc, il y a tous ces différents masters qui sont proposés dans les universités publiques en France. Et donc, je vous ai mis ici le lien vers le portail officiel du gouvernement français. Et dans ce lien, vous aurez tous les liens vers tous les masters en santé publique qui sont proposés en France. Ils sont vraiment exhaustifs dans ce site-là. Ensuite, je vous parle d'un autre pays que je connais un peu parce qu'il est autant francophone que la France et dont on connaît aussi les universités, les masters proposés. Les deux masters les plus compétitifs en Belgique sont le master de santé publique de l'université, dans le master de santé publique de l'université catholique du Louvain, dont je vous mets le lien ici, et le master de santé publique de l'école de santé publique de l'université libre de Bruxelles. Ce sont les deux masters les plus cotés en Belgique que je connais. Ensuite, nous avons les masters en santé publique dans les pays anglo-saxons. Et là, il y a une pléthore de masters en santé publique. Il suffit juste de taper Master in Public Health et vous aurez toute une panoplie de masters, notamment le lien que je vous ai donné regroupe plus de 2000 masters en santé publique dans les pays anglo-saxons, même européens en fait. Parce qu'en France également, il y a des masters qui sont Master in Public Health à visée internationale, quoi, pas juste orientés pour les pays francophones. Et dans les autres pays, il y a aussi des hautes écoles de santé publique qui sont assez reconnues dans le domaine de la santé publique. En Angleterre, par exemple, nous aurons la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et au Canada, nous aurons l'Université de Montréal, qui ont aussi des masters très réputés. Aux États-Unis, on a la Oxford School of Public Health, qui sont parmi les écoles les plus hautes écoles de santé publique. La différence qu'il peut y avoir entre ces deux systèmes, c'est très souvent le coût, le financement. Les Masters in Public Health sont souvent les plus chers. Donc, ils ont le financement. Ils sont comme le système anglo-saxon, puisque les universités là-bas sont moins subventionnées par l'État. Et donc, ces masters-là sont souvent un peu plus élevés. Et le moyen le plus facile de pouvoir se permettre cela, c'est de pouvoir postuler à des bourses qui sont lancées à différentes périodes de l'année, mais qu'il faut aller chercher en tapant scholarships of public health schools. Et au cours de l'année, vous avez différents types de scholarships qui vous sont offerts. Et par contre, dans le système francophone, ce sont dans les universités, parce que ce sont principalement des universités, à part l'EHSP, qui est une école indépendante. L'ISPED est rattachée, elle aussi, les tarifs sont comme celles de l'Université de Bordeaux, en fait, parce qu'elle est rattachée à l'Université de Bordeaux. Donc, en gros, ce sont des universités subventionnées par l'État dont les tarifs sont un peu plus
abordables que des écoles de santé publique indépendantes. Ensuite, pour les autres types de formations, les diplômes universitaires, les DUI, ils sont proposés également par ces écoles de santé publique-là. Là, je vous ai mis le lien des DUI que l'ISPED de Bordeaux propose, par exemple. C'est celui qui propose, je crois, la majorité des DU. Par contre, il y a le DU en pharmacoépidémiologie, puisque nous sommes des pharmaciens. En pharmacoépidémiologie, en pharmacie, il y a le master même de pharmacoépidémiologie, pharmacovigilance, qui est le plus coté en France, qui est, oui, suivi par tous les étudiants français, pharmaciens comme médecins qui veulent embrasser cette branche-là de l'épidémiologie, et le master de PEP, pharmacoépidémiologie et pharmacovigilance de l'Université de Bordeaux, mais du service de pharmacologie de l'Université de Bordeaux, mais pas de l'ISPED par contre. Donc, c'est la nuance que je pourrais vous donner. Ensuite, les écoles d'été, la plus grande école d'été que je connais, c'est celui de l'ISPED de Bordeaux. Ça se passe souvent en juillet. Enfin, j'ai eu par là. Et je crois qu'il y a aussi une école d'été à l'Université libre de Bruxelles. J'ai pas le lien là. Et ensuite, nous avons dans les plateformes de formation en ligne, il y a 2 grosses plateformes, Coursera et Fun, qui proposent plusieurs formations en santé publique, au moins pour avoir une introduction de la santé publique, du jargon de la santé publique. Donc, je laisserai la parole ici au docteur Digo Abdoul pour vous présenter ce qu'il en est des formations en santé publique au Cameroun. Donc, dans la salle, comme deuxième panéliste, nous avons docteur Abdoul Diou, qui lui a obtenu son doctorat en pharmacie à la FMSB en 2015, a une formation est en cours de formation en master de santé publique, option épidémiologie à l'UQAC. Parmi ces formations certifiantes, nous avons les formations dans la gestion et l'achat d'approvisionnement par le PNUD. Et comme emploi actuel, il est chef de service de pharmacie et de laboratoire à l'hôpital régional annexe de Mokolo. Coordonnateur adjoint de l'UDEC, où il est aussi conseiller médical. Donc, il travaille sur le point focal de la COVID-19 au sein de la formation et de pharmacovigilance du district de santé de Mokolo. Superviseur de soutien dans le cadre du renforcement de la chaîne d'approvisionnement et de gestion logistique des intrants pour le compte de la délégation régionale de la santé publique dans la région de l'extrême nord. Bon, il fait aussi partie de l'équipe gaz de la région de l'extrême nord, superviseur et formateur pour le compte de FRPS. Bon. Il a fait plusieurs publications avec certains professeurs comme le professeur Gopayo, le professeur Gadu, pour l'analyse phytochimique et in vitro du potentiel antimicrobien de certains extraits hydroalcooliques, de certaines plantes comme Erythrocryon guinensis et bien d'autres publications. Donc, la parole est maintenant à Dr Abdoul Digo Abdoul, qui va nous présenter le deuxième pan du thème d'aujourd'hui. Docteur Abdoul, on vous écoute. Merci, Madame la modératrice, de m'avoir passé la parole. C'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole après la brillante présentation du docteur Marie. J'ose croire que je serai à la hauteur de ce qu'elle a déjà fait. Bon, suite à ce qu'elle a présenté, moi, je vais beaucoup plus m'attarder par rapport à notre contexte, notre pays, le Cameroun. Quelles sont les écoles de formation que le Cameroun offre en matière de santé publique, dont les pharmaciens peuvent être bénéficiaires. Et il faut noter ici, là, il y a une différence particulière par rapport au contexte européen. Là, ils peuvent entrer directement soit à partir de la licence, soit à partir de master. Dans notre cadre, comme les pharmaciens, nous avons un diplôme professionnel. Et pour pouvoir bénéficier de cela, il faudrait forcément qu'on puisse finir notre formation de pharmacien, avoir notre diplôme de docteur en pharmacie, puis pouvoir postuler dans le contexte camerounais, elle est bien spécifique.
Donc, particulièrement, nous avons commencé à l'Université de Yaoundé 1, plus précisément à la faculté de médecine et de sciences biomédicales, déjà avec un cycle de spécialisation en santé publique qui se fait généralement sur concours. Donc, il faut noter ici là qu'il est primordial que tous les doctorants en pharmacie doivent observer une période de 2 ans sur le terrain avant de pouvoir avoir accès à ce concours de spécialisation. Ce concours de spécialisation étant sur un certain nombre d'années et comme j'ai dit, elle se fait sur concours. Ça veut dire que vous ne pouvez pas y accéder facilement. Vous pouvez accéder par le biais uniquement d'un concours qui est généralement lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur chaque année. Donc, la deuxième offre de formation, toujours à l'université de Yaoundé 1, c'est l'école doctorale qui a une unité de formation en santé publique. Ici, l'accès se fait généralement par étude de dossier et qui a un certain nombre de pièces à fournir. Et vous avez aussi la chance qu'après ce master, vous pouvez y accéder en PhD, obtenir un PhD en santé publique. Elle se fait au sein même de la faculté de médecine et avec plusieurs professeurs en santé publique que vous connaissez, professeur Monique Bénin, professeur Ngefak, professeur ici aussi qui intervient aussi dans cette unité de formation en santé publique. Maintenant, à côté de cela, il y a d'autres formations. Comme l'Université catholique d'Afrique centrale dont je suis actuellement là-bas, dont je fais un master plus précisément en ligne, parce que depuis pratiquement 2 ans, nous sommes la première promotion de master en santé publique, option épidémiologie en ligne. Mais il faut noter qu'elle se faisait de façon présentielle. Chaque soir, les étudiants se rendaient à l'école, faisaient les cours de 17 à 21 heures. Mais avec les difficultés que nous avons, et de ne pas être disponible à 100%, ils ont trouvé judicieux de pouvoir ouvrir une formation en ligne. Donc, actuellement, la formation s'étale sur 2 ans. Et je suis actuellement en deuxième année, et donc nous allons soutenir exactement au mois de février 2021. On a aussi le café typique organisé par la direction de la lutte contre la maladie, mais elle est beaucoup plus spécifique aux médecins et aux vétérinaires. Et généralement, ce concours se lance aux besoins. Donc, elle ne concerne pas tout le monde, elle concerne beaucoup plus les médecins et les vétérinaires. On a aussi l'Université de Tchang, qui, au sein de son département de sciences biomédicales, a une licence et un master professionnel option épidémiologie et santé publique, qui est opérationnel depuis pratiquement 2012-2013 et qui est fonctionnel. Mais il faut noter à côté de cela, il y a les facilités, comme je dis, les facilités en matière de moyens financiers. Parce qu'il faut aussi qu'on le dit. Il y a les facultés accessibles, c'est-à-dire dans le coût de la formation est moindre. Par exemple, on sait qu'à l'université Yaoundé 1, le coût n'est pas tellement très important, 50 000 lorsqu'on a déjà. Donc, 50 000, on peut avoir accès. Par contre, dans le cas que la formation, elle varie entre 1,2 million et 1,3 million. Par contre, le café Tipeee, lui, c'est une subvention entre le gouvernement américain et le gouvernement camerounais dans le cadre de l'épidémiologie de terrain. Et généralement, c'est une formation beaucoup plus sous forme de bourse. Et par contre, l'université de Tchang, elle a aussi une formation de 50 000. Ça, c'est ce qui concerne. Mais ça, c'est un peu les universités qui ont des renommées au niveau du Cameroun. Mais à côté de cela, il y a aussi d'autres universités dont je n'ai pas voulu évoquer parce que pour le moment, elles sont en train de prendre de l'essor. Elles sont en train de prendre de l'essor. Et il ne faudrait pas qu'on vous oriente vers des écoles de formation qui, par la suite, n'auront pas une renommée, que ce soit nationale, que ce soit internationale. Donc, je préfère m'attarder sur ce qui a une visibilité aussi bien nationale et internationale par rapport aux écoles de formation Cameroun. Bon, en fait, j'ai trouvé quelques brochures parce que pour cette année, l'école, déjà, l'Université des catholiques d'Afrique centrale a lancé. Donc, pour ceux qui auront la possibilité, c'est vrai que beaucoup n'ont pas encore, peut-être n'ont pas encore soutenu ou bien ils sont en train de soutenir.
Mais vous avez la possibilité, ici, là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont avec nous, qui avaient conçu le dossier sous réserve. Mais après, quand ils ont obtenu les diplômes, ils sont partis compléter les dossiers. Donc, vous pouvez faire cette formation à partir de cette année pour ceux qui vont soutenir cette année. Mais pour d'autres qui n'ont pas encore soutenu, il faudrait que vous obteniez votre diplôme. Ça, c'est pour l'année académique 2020-2021. Donc, les informations sont disponibles et je pense qu'on va vous donner la présentation pour que vous ayez plus accès aux différents données. Bon, mais ça, c'est pour. Bon, j'ai trouvé ça, c'est l'université de Chang, euh, qui aussi, même aussi, lance en début de chaque année académique, comme vous le savez tous. Et c'est une formation qui, comme on l'a dit, a un certain nombre de partenaires, comme je vous ai dit, et qui a une renommée d'ordre international, si vous l'observez bien. Et il faut toujours, comme je dis, il faut prêter attention lorsque vous postez à une école de formation, parce qu'il faut l'aspect de la visibilité nationale et l'aspect de la visibilité internationale, parce que beaucoup des organisations non gouvernementales, les ONG, beaucoup des, beaucoup des ONG aussi ont un regard sur ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils emploient des personnes qui n'ont pas cette capacité, qui n'ont pas un diplôme qui est aussi reconnu au niveau national et international. C'est pour ça que je me suis beaucoup plus attardé sur ceux qu'au Cameroun, ils ont une renommée nationale et internationale. Bon, en ce qui concerne les débouchés, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité soit de vous arrêter, comme j'ai dit, en master professionnel, soit vous avez la possibilité de continuer avec un doctorat pour avoir un PhD en santé publique. Mais en ce qui concerne les débouchés professionnels, comme on dit, vous pouvez être biostatisticien. Aujourd'hui, actuellement, il y a le docteur Koné avec qui nous donne les cours de biostatistique. Il est très important parfois d'être, lorsqu'on connaît, on a un diplôme en santé publique, biostatistique, on peut connaître mieux les variables à analyser et comment on pourra analyser certains problèmes de santé. Parce que le plus important, pour analyser un problème de santé, il faut bien définir certaines variables. Et lorsqu'on ne définit pas certaines variables, on ne peut pas pouvoir, et on peut pouvoir dire si le résultat est statistiquement significatif ou pas. On peut avoir des résultats, mais on peut aussi ne pas bien les interpréter. On a dit responsable d'études cliniques, comme on le sait. Dans les études cliniques, il y a des études expérimentales, comme on l'a vu, et que tous les pharmaciens ici présents connaissent. Les phases 1, les phases 2, les phases 3, les phases 4. Donc, vous pouvez être dans ce paramètre du domaine. Être épidémiologiste dans un organisme de recherche, comme on l'a dit, dans un organisme d'administration et de gestion de santé, et dans une société de prestation de l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce volet d'épidémiologie qu'on a toujours tendance à négliger, l'épidémiologie nutritionnelle, parce qu'aujourd'hui, lorsque une entreprise veut mettre en place, une entreprise agroalimentaire veut mettre en place certains aliments, il faut qu'elle puisse être à même de pouvoir, après la mise en place de son produit alimentaire, pouvoir faire une épidémiologie pour savoir est-ce que ces aliments qu'on a mis en place peuvent avoir un impact aussi bien sur la santé de la population, comme on l'a dit au début que la santé publique, c'est une santé des populations, ce n'est pas une santé individuelle qu'on a l'habitude de le faire. Tu peux être euh, chargé d'études statistiques dans les sociétés de services de l'industrie pharmaceutique, dans les organismes de recherche du secteur public, dans les organismes d'administration et de gestion de santé. D'accord. D'autres débouchés, on a dit directeur de clinique, on va pas revenir sur ça. On peut être directeur ou directeur adjoint d'un établissement du secteur sanitaire, médico, social, d'une maison de retraite, d'un service de soins ou d'aide. On peut être un cadre ou un responsable administratif, des financiers ou des ressources humaines dans le secteur sanitaire. On peut être data manager dans le secteur sanitaire, médico, comme on dit, la gestionnaire des données. Bon, il faut aussi noter ici les gestionnaires des données. Par exemple, ici, là, au Cameroun, on a l'avantage d'avoir un système d'information sanitaire. Et ce système d'information sanitaire, elle est divisée en trois catégories. Comme on l'a dit, il y a un niveau central, un niveau intermédiaire, un niveau périphérique. Il y a aussi un sous-système qu'on appelle le système d'information géographique qui, lorsque vous voyez par exemple les CITREP qui sont montés généralement, par exemple pour le Covid, lorsque vous voyez le CITREP, c'est-à-dire dans le CITREP, il y a souvent la carte du Cameroun. Généralement, lorsque tu fais, par exemple, la santé publique, là, tu peux facilement avoir cette capacité de pouvoir dessiner cela. C'est-à-dire de représenter le nombre de cas sur une carte. Ça,
tu peux être un gestionnaire de données. Et ça entre dans le système d'information sanitaire. C'est opérationnel au Cameroun. Donc, on a dit le métier je suis dans le champ de santé de travail ou de santé environnementale. Donc, vous voyez ici, là, généralement, lorsqu'on veut, par exemple, installer une société dans une ville, il y a ce qu'on appelle les zones industrielles. Parce qu'il faut bien définir les zones industrielles, parce que ce sont les zones, généralement, qu'il faut bien les cibler, les catégoriser pour essayer un peu de protéger la population contre les différents... qui peut protéger la population contre les différents impacts que peut générer les sociétés les sociétés industrielles qui sont mises en place par leurs activités et par leur gestion des déchets. Et si on ne prend pas toutes ces dispositions de mesurer cet impact environnemental, on ne pourra pas protéger la population. Parce que, comme on dit, la santé publique, il faut toujours mettre à l'idée dans la tête que la santé publique renvoie beaucoup plus à la population, pas pas à un individu, mais beaucoup plus à la population. Donc, lorsqu'on met en place une entreprise, qu'elle soit pharmaceutique, agroalimentaire ou quoi que ce soit, il faut qu'on évalue l'impact environnemental. Et généralement, lorsqu'on veut la mettre, on demande toujours aux industriels assez responsables de pouvoir produire la notice de l'impact environnemental. Lorsque vous ne produisez pas, on ne va pas vous donner, on ne pourra pas vous octroyer, c'est généralement les sites. Et il y a les métiers de prévention dans le domaine de la santé, comme on l'a dit, travail, santé environnementale, comme on l'a dit. Et il faut prévenir les intervenants, les préventions en risque. Vous ne pouvez pas envoyer les travailleurs travailler dans les conditions dont leur vie est en danger. Donc, il faut aussi tenir compte de cela. Bon, je vais laisser le soir à Dr Marie de présenter son parcours. Oui, docteur Marie, on vous écoute alors pour la suite. Voilà. Donc, à la suite de Dr Abdou et de tout ce qu'on vient de dire sur les différents métiers de la santé publique, donc, chacun d'entre nous, on a embrassé un pan de la santé publique. Donc, après mon doctorat en 2014, en 2015, j'ai fait de l'assistanat en officine, pharmacienne assistante. Et en début 2016, jusqu'en août, donc j'ai fait en cherchant ma voie, comme je disais, des stages professionnels en août 2016, j'ai pu être inscrite dans un master 1 en santé publique à l'Université de Paris-Sud, au Kremlin-Bicêtre, comme je vous disais. Bon, l'inscription, je ne l'ai pas eu en août, vous vous en doutez, je l'ai eu un an avant, mais je n'avais pas pu partir avant, et donc j'ai reconduit l'inscription l'année qui suivait, et donc la rentrée de septembre 2016, j'ai effectivement commencé le master. Donc, j'ai fait le master 1 en santé publique à Paris-Sud. Et puis, après, pour le master 1, pour ce qui est de la France, le master 1 est plutôt... déjà, c'est sélectif, ces masters-là en santé publique. Mais le master 2, les options en master 2 de santé publique, dont les spécialisations en santé publique, sont plutôt encore plus sélectives. Donc, comme je vous disais, il y a des orientations en parcours recherche où là, ils sont encore la sélection est encore plus drastique. Et puis, les différents masters professionnels. Donc, moi, j'ai opté pour un master 2 option recherche. Et comme je voulais faire de l'épidémio, et quitte à faire de l'épidémiologie de terrain, qui se rapproche dans la thématique des pays du Sud, j'ai opté à faire mon master à l'ISPED de Bordeaux. Donc, j'ai fait un master 2 en recherche en épidémiologie à l'ISPED de Bordeaux à la rentrée 2017, parce que j'ai obtenu mon diplôme en 2018. Oui, à la rentrée 2017. Et avec ça, la formation se suivait par un stage obligatoire. Et il faut que je spécifie que mon master 2 en recherche se faisait en même temps qu'un diplôme universitaire en pharmacoépidémiologie. Les deux étaient possibles, c'était en présentiel, mais c'était possible seulement parce que c'était dans le même campus à l'Université de Bordeaux et les salles de cours n'étaient pas très loin. Donc, j'ai eu vent de ce master, de ce DU, parce qu'ils offrent aussi le master en pharmacoépidémiologie, pharmacovigilance, qui avait vraiment une portée pour les pharmaciens,
tous les étudiants du master étaient que des internes en pharmacie ou des pharmaciennes déjà sortis de divers pays. Et comme je voulais rester dans la pharmaco, dans la pharmacie, j'ai opté donc pour cette branche-là. Et dans mon stage d'épidémio par la suite était orienté pharmaco-épidémio. Donc, c'était dans une équipe, une unité de recherche en pharmaco-épidémiologie au service de pharmacologie du CHU de Toulouse. Donc, j'ai fait mon stage là en 2018. J'obtiens mon diplôme en fin 2018 et à la suite de ce master recherche, le master recherche a cet avantage qu'il vous ouvre facilement les portes en France à un parcours, à une thèse, à un doctorat, un PhD. Par contre, les masters professionnels n'ouvrent pas les portes des écoles doctorales en France, par contre. Donc, c'est la nuance qu'il faut faire. Donc, pour s'orienter en PhD, en épidémio, en biostat et tout, il faut avoir au préalable pour toutes les écoles doctorales de France, à valider un master de recherche qui est très sélectif. Donc, actuellement, je suis donc en thèse, en PhD deuxième année, toujours dans mon unité de pharmacoépidémiologie, sur un thème des médicaments de la leucémie myéloïde du cancer et la prise en charge de la leucémie myéloïde du cancer avec des médicaments, des thérapies ciblées dans un thème, en utilisant les données de la base de l'assurance maladie. En gros, c'est ça mon parcours. Et à côté de ça, voilà, dans les formations que j'ai eu à faire pour la pharmacovigilance, il y a une formation diplômante internationale en pharmacovigilance qui est celle de l'OMS. Parce que en pharmacovigilance, comme je travaille sur les bases de données en général, la pharmacovigilance a cette spécificité que il existe une base de données internationale en données de pharmacovigilance, dont les données des effets secondaires des médicaments au niveau international. Et pour exploiter cette base de données est mise en place par l'OMS. Et donc, c'est tous les pays qui renchérissent cette base de données. Et donc, pour pouvoir exploiter les données de cette base de données, il y a une formation qui est mise en place par l'OMS à Uppsala en Suède, qui est faite chaque année. Et donc, cette année, j'étais inscrite, mais la formation a été annulée, donc elle est reportée à cause de la crise à l'année prochaine. Donc, voilà mon parcours. La suite, c'est le docteur Abdul. D'accord. En fait, je vais essayer d'expliquer de façon sommaire mon parcours. Donc, comme je dis, en 2007, j'ai eu à obtenir mon baccalauréat D. Et 2007-2008, j'avais fait la faculté de sciences à l'université Yaoundé 1 où j'ai fait la filière physique. Donc, c'est en 2008 que j'ai obtenu mon concours à la faculté de médecine, option pharmacie. C'est en 2015 que j'ai eu mon diplôme et de janvier 2019 à nos jours, j'ai eu une formation en master. Je suis en formation en master santé publique, comme je dis. Et actuellement aussi, je suis bénéficiaire d'une bourse dans une université qui est basée à Londres, mais qui va débuter plus précisément au mois de décembre 2019. Ça sera un master en management de la santé. Donc, en fait, voilà en gros actuellement là où je me trouve. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais laisser la parole au panélistes et à la modératrice. Merci bien. D'accord, merci pour les brillantes présentations. Merci au docteur Marie et au docteur Abdul pour les présentations. Maintenant, nous allons entrer dans la phase questions-réponses. Pour ça, nous avons besoin d'être très organisés. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment, en dessous de votre écran, il y a 3 points de suspension. Là, vous pouvez cliquer dessus. Vous allez voir la discussion, vous allez cliquer dessus. Vous pouvez soit lever la main, vous allez voir l'option lever la main pour poser la question, soit l'écrire dans le fil de discussion. Donc, mais avant de prendre la parole, vous avez besoin de lever la main. Si on vous la donne maintenant, c'est à ce moment donné-là que vous déconnectez votre micro, que vous connectez votre micro, pardon, pour pouvoir parler. Bon, là, nous sommes à la phase questions-réponses. La parole est à celle qui veut la prendre.
Mais je crois que Fabrice avait déjà posé une question dans le fil de discussion. Je vais la relire je crois que c'est pour le docteur Padiep, c'est pour le docteur Marie. Il dit ceci: bonsoir à tous et merci aux panélistes. Bon, ma question est adressée au docteur Marie. J'aimerais connaître comment se passe l'admission à ces écoles de santé publique de Paris et Bordeaux, et aussi, si possible, les cours de formation. C'est ça. Docteur Marie, je reprends la question ou c'est bon? Oui, un instant. Donc, savoir comment se fait mon inscription en santé publique, c'est ça? Je pense que c'est ça la question. Bon, pas exactement. Je peux la reprendre si vous voulez. Non, c'est bon, je la lis. Donc, Ah, comment se passe l'admission à ces écoles de santé publique de Paris et Bordeaux et, si possible, les cours de formation? L'admission aux écoles de santé publique, c'est par les liens que que je vous ai envoyés. Donc, sur le portail du gouvernement, vous aurez l'université, vous verrez l'ISPER de Bordeaux, le lien pour ces candidatures et les universités en France. En fait, en France, la période de candidature, c'est généralement avril à fin mai. Bon, l'ISPER a certaines périodes, certains vont jusqu'en septembre, mais le fait est qu'il y a une première sélection qui est faite en fin mai. Et en septembre, ce sont les places qui restent qui sont disponibles. Donc, si par contre, ils sélectionnent toutes les places en fin mai, en septembre, vous avez peu de chances d'être sélectionné. Donc, l'admission se passe sous étude de dossier. Généralement, c'est pas sous concours. Donc, c'est sous étude de dossier. Et le principal dossier qu'il faudra, c'est votre doctorat en pharmacie pour les étudiants étrangers. Par contre, les doctorants en pharmacie du Cameroun sont bien reconnus. Donc, pour ça, que ce soit à Paris ou à Bordeaux, j'ai pas eu à justifier une quelconque équivalence de mon doctorat. Donc, on vous prendra avec un parcours, parce qu'à Bordeaux, par contre, tout le monde, c'est un melting pot, quel qu'en soit le cursus où vous venez. Mais à Paris Sud, il y a le master est présenté en parcours professionnel de santé. Donc, les personnes qui auront un doctorat en médecine, pharmacie, chirurgien dentaire auront des yeux dont ils seront exemptés. Par contre, les personnes qui auront juste une licence et autres devront valider même un stage en plus que les personnes avec un diplôme en doctorat ne doivent pas valider. Donc, en master 1, c'est ça. Et puis, en master 2, il faut avoir validé le master 1 avec des bonnes notes dans certaines yeux en fonction du master que vous voulez. Et encore plus pour le master recherche, il faudra être vraiment se démarquer parce que en fait, au master 1, ils veulent 40 places souvent. Et en master 2, par option, on passe souvent à 20 places ou plus. Donc, c'est très sélectif. Mais après, les autres masters professionnels sont un peu moins sélectifs. Et voilà, forcément, chacun trouve son compte. Maintenant, sur les coûts de la formation, en France, les coûts de la formation jusque-là, les coûts à l'université étaient subventionnés, donc c'était environ 256 euros. Mais bon, l'année passée, le gouvernement a voté proposé une nouvelle loi je crois qui est même passée, d'augmenter les frais de formation pour les étudiants hors Union européenne, dont nous. Et là, la formation passerait à, je sais plus si c'est 800 euros, 1000 euros, un truc comme ça. Non, pour les masters, c'est à 2000 euros environ. Ouais, 2000 à 3000 euros. Mais bon, cette année, il y avait encore un sursis pour les nouveaux étudiants, le temps de la transition. Bon, avec la crise sanitaire, je crois qu'ils ont prolongé. Donc, mais tout ça, c'est dit sur les sites de chaque école, chaque université. Ils donnent toutes les précisions. bon, là, docteur Marie, je suppose que vous avez fini de répondre à la question. Oui, J'espère que Fabrice est satisfait pour ça, de sa réponse.
Oui, oui, je suis Là, satisfait. Merci beaucoup, docteur. d'accord, je vous en prie. Là, j'ai une autre question. C'est docteur Patrick qui l'envoie. Elle est adressée à docteur Abdoul. Il demande ceci. Pour les écoles de santé publique au Cameroun, est-ce que docteur Abdoul connaît-il des niveaux de formation de ces écoles de manière à savoir les meilleurs? Bon, je crois qu'il veut savoir les écoles les plus recommandées. Je ne sais pas trop si c'est ça. Je crois que c'est ça. Docteur Abdoul, la parole est vôtre. Euh, Merci, Madame la modératrice, pour m'avoir passé la parole. Et comme j'ai dit, je me suis beaucoup plus attardé parce qu'il faut aussi voir l'aspect de, de la collaboration avec les universités étrangères. Donc, comme j'ai dit, je me suis beaucoup plus attardé avec des universités qui ont une renommée aussi bien nationale et internationale. Comme j'ai dit, on a d'abord la faculté de médecine, c'est vrai, qui a une visibilité aussi bien nationale qu'internationale. On a l'Université catholique d'Afrique centrale, qui a aussi des partenariats dans les universités au Canada, plus précisément à Montréal. Parce qu'il y a aussi des bourses là-bas qui sont généralement allouées pour ceux qui continuent plus précisément là, en PhD. Et comme j'ai dit, Café Tipi, lui, par contre, lui, les pharmaciens ne sont pas encore bénéficiaires, ne sont pas encore intégrés dans ce programme. Et l'université de Tchad. Donc, j'ai donné exactement les informations par rapport aux écoles qui sont reconnues au niveau national et international et qui ont une visibilité dans au niveau international et au niveau aussi des organismes non gouvernementaux. Docteur Patrick, je ne sais pas si c'est bon pour vous ou si vous aimeriez prendre encore la parole. Bon, c'est bon. Hein. Bon, désolé, c'est qu'il y a beaucoup de bruit chez moi actuellement. Mais sinon, oui, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Là, j'ai d'autres questions qui arrivent. Euh, Fabrice, pour le lien des universités, vous les aurez dans le PDF qui sera envoyé dans le groupe. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, une autre question, c'est Gilles Faucan qui la pose. J'aimerais savoir s'il y a des écoles de bourse dans lesquelles on peut postuler étant au pays sur concours et avoir à ne pas payer les frais, mais juste le logement. Comme je disais, par rapport au master au Cameroun, il n'y a pas de bourse. Mais c'est par rapport, lorsque vous voulez continuer en PhD, surtout avec le CAC, qui a des offres de bourse dans les pays comme le Canada. Et ça dépend aussi de votre note que vous obtenez. Mais pour faire le master, actuellement, il n'y a pas de bourse au Cameroun. Bon, à part ce que le docteur Marie a dit, peut-être en France, il y a des bourses, mais au Cameroun, il n'y a pas encore de bourses pour le moment, en ce qui concerne la formation en santé publique. Donc, vous payez vos frais. Ok. Moi, en ce qui concerne la France, moi particulièrement, je suis venue sur bourse. J'ai eu un programme, j'ai été bénéficiaire d'un programme de bourse du gouvernement français qui était bizarrement ouvert cette année-là, en 2016. Donc, où on pouvait postuler librement. Donc, et la constitution des dossiers c'était le mérite, les relevés de notes, c'était le diplôme, justifier ton diplôme. Et donc, cette année-là, moi et d'autres médecins notamment du CUS, de la FMSD, et certains qui travaillaient même déjà à l'Institut Pasteur, on a eu droit à cette bourse-là. Mais curieusement, cette bourse aujourd'hui, après, pour avoir essayé d'aider d'autres, les années qui suivaient, essayer d'aider d'autres étudiants ou d'autres professionnels avec ce chemin-là, cette bourse-là aujourd'hui est un peu plus difficile parce qu'ils privilégient plutôt les personnes qui travaillent déjà dans certains organismes au Cameroun. Donc, la bourse est orientée vers les professionnels, les salariés de l'Institut Pasteur, bon, des instituts qui sont en collaboration avec le gouvernement français, quoi. Donc, là, on ne peut plus postuler librement. Et
Sinon, il y a une autre bourse qui s'appelle la bourse Eiffel, mais toutes ces bourses sont sur le site de Campus France. Mais celle-là, elle est particulièrement bizarre et compliquée parce que la bourse ouvre, je crois, en décembre. Du moins, les candidatures, c'est en décembre et ça ferme en fin janvier, je crois, février. Mais par contre, dans la bourse, il faut déjà la bourse, le candidat ne peut pas postuler librement, mais en fait, sa candidature ne peut être proposée que par une université en France. Donc, il faut que le candidat ait déjà été admissible, quitte à être même déjà inscrit dans l'université, mais sans être en France, quoi. Donc, c'est bizarre. Certaines personnes arrivent à l'avoir, mais je sais pas comment, parce que les conditions sont bizarres. Mais il faut creuser le truc. Mais toutes les bourses que je connais sont sur le site pour la France, sont sur le site de Campus France. Après, les écoles elles-mêmes, à part ce schéma-là, n'ont pas de bourse à proprement parler. Maintenant, c'est dans les systèmes anglo-saxons, comme je disais, le Canada, l'Angleterre, qui a souvent des bourses ouvertes. Mais là, il faut vraiment aller chercher et taper scholarship in public health et fouiller, quoi, en fait. Il n'y a pas un schéma précis que je pourrais vous dire. Merci, Docteur Abdul, si je comprends bien, vous avez dit l'UCAC offre des, en fait, je ne sais pas si les bourses sont en partenariat avec les écoles dont l'UCAC, parce que vous avez dit particulièrement l'UCAC donne possibilité d'avoir accès à certaines bourses. Je ne sais pas si c'est bien ça. Oui, c'est quand tu finis le master et que tu as accès en PhD pour continuer pour continuer le doctorat. D'accord, merci beaucoup. Une autre question. Est-il possible que vous encadriez un terme d'appui technique des doctorants qui souhaitent faire la recherche opérationnelle? Il y a une question qui est posée que le coût de la formation de l'UCAC Ah oui. bénéficie. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'était adressé, oui, à l'UCAC, le coût de la formation à l'UCAC. C'est ça, oui. Bon, le coût de la formation actuellement en présentiel, comme je dis, ça se passe en deux. Il y a un présentiel et en ligne. En présentiel, c'est 1,2 million l'année. Donc, étalé sur 2 ans, ça vous fait 2,4 millions. Et en ligne, c'est 1,3 million l'année. Étalé sur 2 ans, ça fait 2,6 millions. Mais ça, c'est le coût que vous payez. Mais il faut aussi noter qu'il y a des coûts qui sont alloués, par exemple, à la connexion, bref, des coûts, il y a des coûts, d'autres coûts qui vont faire. Donc, c'est juste le coût que je vous donne, c'est juste le coût que vous payez. Mais il y a aussi d'autres coûts qui sont de façon indirecte qui vous aident. Donc, il faut sincèrement emmagasiner beaucoup de l'argent. C'est pas facile, c'est dur parce qu'il faut aussi noter que vous faites des cours, vous faites des stages et en master 2, vous allez produire un mémoire et tout ça là, c'est un coût. Donc, coût de la formation, 1,2 million en présentiel, 1,3 million en ligne. D'accord, merci, docteur Abdul. Je suppose que Wilfried a eu sa réponse. Bon, concernant votre question, c'est est-il possible que vous encadriez en termes d'appui technique des doctorants qui souhaitent faire la recherche opérationnelle? Je comprends pas la question. Encadré dans quel sens? Dans un sujet de thèse, de pharmacie ou en santé publique? Je ne comprends pas. Peut-être Bon, la personne la posera explicitement. oui, donc FB, il faudrait que vous me donniez plus de détails par rapport à votre question. Y a-t-il d'autres questions? Certains aimeraient poser d'autres questions. Vous pouvez lever la main si vous n'arrivez pas à écrire dans le fil de discussion. Vous levez juste la main. Bon, en attendant que quelqu'un d'autre se prononce, j'avais une question pour le docteur Abdul. Docteur Abdul, vous aviez parlé je crois que c'est vous, vous aviez parlé du master. Je voulais savoir la différence entre master de recherche et master professionnel. Parce que vous aviez dit que pour obtenir, je ne sais pas si c'était la bourse ou l'inscription à certaines universités, il fallait l'obtention d'abord d'un master de recherche qui est différent d'un master professionnel. Donc, j'aimerais savoir la différence entre les deux. Bon, pour
les masters professionnels, ça vous donne accès à pouvoir, comme je dis, à avoir accès à une profession. Généralement, c'est ce master dont on a besoin, généralement, par exemple, pour poster. Par exemple, lorsqu'une ONG lance un poste dont il a besoin d'un spécialiste en santé publique, on va beaucoup plus rechercher un master professionnel parce qu'elle est plus orientée vers une profession bien précise. Maintenant, comme le docteur Marie a dit, lorsque vous avez un master professionnel, ça ne peut pas dire que vous avez un master de recherche. Il faudrait au préalable aussi vous orienter vers un master de recherche qui va vous donner la possibilité de pouvoir accéder à un PhD. Je prends l'exemple de la faculté de médecine, comme il a dit. Euh, il y a la spécialisation en santé publique et à l'école doctorale. La spécialisation en santé publique ne vous donne pas droit directement à pouvoir faire un PhD en santé publique. Vous devez encore obtenir plutôt un master de recherche et puis maintenant avoir accès à un PhD en recherche. Or, si vous avez votre spécialisation en santé publique et que vous aspirez faire la recherche, il faut automatiquement passer par un master de recherche. Donc, c'est euh, deux choses différentes dont l'un n'est pas lié. Donc, il n'y a pas de liaison directe entre les deux. Bon, à partir de Dr. Marie, je peux me tromper. Non, c'est exactement ça. Les parcours professionnels, c'est les masters professionnels, c'est les masters qui vont vraiment permettre d'être actif dès la d'aller sur le terrain. Notamment, si on veut travailler, le master qui est très orienté organisme de terrain, organismes internationaux, le master par exemple santé internationale. Avec un master santé internationale, vous avez l'accès direct aux emplois dans les ONG. Mais maintenant, si vous voulez pousser plus loin, aller dans la recherche, aller dans le processus de publication scientifique, de spécialisation dans un domaine spécifique de l'épidémie, par contre, là, il va falloir continuer et que vous optez pour un PhD. Pour les PhD, comme je disais, les écoles doctoraux n'ouvrent l'accès qu'à ceux qui ont obtenu au préalable un master recherche. Donc, si je comprends bien, le master recherche, on l'obtient dans quel type de faculté d'université? Non, dans les mêmes universités offrent à la fois dans leur master, dans leur catalogue de master, des masters intitulés recherche et des masters professionnels. D'accord, merci beaucoup. Nous avons dans la salle. Oui. Prêter attention à ça quand on valide un master en fonction de ce qu'on veut faire. Souvent, on prend juste un master. D'accord, donc merci. Dans la salle, il y a l'arrivée d'un docteur Wasu. Bienvenue, Doc, merci de nous rejoindre. Et il a aussi une question. Il aimerait savoir le contenu global du diplôme interuniversitaire en recherche clinique à Bordeaux. Quel est le contenu global du diplôme interuniversitaire en recherche clinique à Bordeaux? Est-il possible de partager le curriculum détaillé de la formation, même inbox si possible? Pour le DU, le DU en recherche clinique à Bordeaux, le lien que j'ai envoyé, le DU ouvre directement sur la page de l'ISPED de Bordeaux avec les différents DU et en cliquant sur le DU recherche clinique, ce qui est bien, du moins, ce qui est bien, c'est que toutes ces pages sont vraiment explicitées. Il y a la plaquette de formation et il y a le contenu de la formation. Pour tous les masters ou du moins à Paris Sud et à l'ISPED de Bordeaux, ils ont cette particularité. Donc, vous savez tous les cours, les yeux que vous aurez quand vous cliquez sur un. Le DU en recherche clinique, je ne l'ai pas fait
parce que mon master était orienté épidémio et recherche clinique en même temps. Mais je pense que si ce n'est que de la recherche clinique, il y aura ce sera orienté sur toutes les méthodes, tous les méthodes statistiques qui sont orientées en recherche clinique, tous les modèles dont on a recours. Donc, voilà. D'accord, merci Doc. Bon, pour les liens, Fabrice, on vous les enverra dans le groupe. On vous enverra le lien de la présentation. Vous pourrez la télécharger et dedans, vous aurez les liens dont Dr. Marie parle. Dr. Waffle, on vous enverra inbox la présentation aussi pour que vous ayez des détails par rapport à votre question. Pour d'autres questions, est-ce que vous envisagez enseigner dans les facultés de pharmacie, gratuitement, si oui, gratuitement ou rémunéré? Je sais pas. Donc, vous avez la parole. Question pertinente. Oui, je m'oriente vers l'enseignement éventuellement. Dans les facultés de pharmacie, oui. Et gratuitement ou tout travail doit être rémunéré. J'achète encore que des ateliers comme ça à destination de mes cadets, tu vois, les ateliers d'orientation, bien sûr, je donne bénévolement de mon temps encore, tu vois. Mais ce qui est de l'enseignement, c'est aussi tout un travail à fournir et donc tout travail mérite d'être rémunéré quoi, à sa juste valeur, je pense. Docteur Abdou, vous voulez apporter des ajouts par rapport à sa question? Non, non, comme elle a dit, c'est vraiment non. Je veux pas dire. Si ça pouvait aider les cadets, je le ferais sans rémunération. Et il y a une rémunération à tout parce que c'est quand même une charge auquel on fait face. C'est-à-dire qu'on paye quand même les études et tout. Mais il faut aussi qu'il y ait aussi une Donc, demande de elle repas. dit, en d'autres termes, non, pour enseigner à la faculté de pharmacie, vraiment, il faut que les docs soient rémunérés. Bon, il y a une autre question. Quel regard jetez-vous sur l'intérêt des pharmaciens camerounais pour la santé publique? Oh. Quel regard jetez-vous sur l'intérêt des pharmaciens camerounais pour la santé publique? Les docs? Docteur, tu commences, du moins, vu que tu es déjà d'abord sur le terrain. Après, moi, je parlerai du moins de ce que je sais. D'accord. En ce qui concerne le contexte camerounais, il faut qu'on le dise de façon sincère. Les pharmaciens, pour le moment, euh, ne sont pas beaucoup plus orientés vers la santé publique. Parce que si on essaie un peu de dénombrer beaucoup de pharmaciens qui font le master en santé publique, il y en a, dans ma promotion, nous sommes deux, et après il y a les cadets, et puis pour les autres, il y a un peu de fouillés par le passé, et il y en a très peu. Donc, beaucoup de pharmaciens au Cameroun ont tendance à s'orienter je dirais, vers l'officine, parce qu'ils pensent que c'est une voie de moyens qui doit acquérir rapidement l'argent. Mais comme on a dit dans la vie, tout le monde ne veut pas être officinaux. Il faut embrasser d'autres domaines. Donc, qui aujourd'hui, moi, je pense, doit nous permettre de pouvoir s'intégrer. Si on ne s'intègre pas dans d'autres domaines, on aura tendance à nous cataloguer. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé à l'extrême nord, comme je dis, je ne pensais pas m'orienter. Mais quand j'essaie un peu de faire une visibilité de tous les problèmes qu'il y avait dans la région du Septentrion, plus précisément dans la région de l'extrême nord, et lorsque j'ai essayé d'analyser les problèmes, je me suis rendu compte qu'en fait, le pharmacien a sa place. Et c'est maintenant qu'on doit s'y prendre. Donc, honnêtement parlant, et surtout avec un domaine très important. Il y a le domaine de la RAM, la résistance antimicrobienne. Vous savez, on est dans les pays, comment on dit,
en voie de développement, si je peux le permettre de le dire ainsi. Et généralement, on est dans l'incapacité de pouvoir produire nous-mêmes nos médicaments. Et lorsqu'on importe un certain nombre de médicaments, on sait à quoi on s'attend au coût élevé de l'importation et au coût du traitement. Et si on ne prête pas attention, on va utiliser de façon, il y a l'utilisation abusive qui va créer des résistances. Et lorsque ça va créer ces résistances-là, on va faire face euh, à des populations qui sont dans l'incapacité de pouvoir acheter maintenant des médicaments à coût très élevé. Et il est très important aussi de s'orienter dans ça. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, le pharmacien aussi peut s'orienter dans d'autres domaines autres que l'officine. Il y a aussi l'épidémiologie nutritionnelle, comme j'ai dit, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de malnutrition aiguë sévère. Et on peut aussi apporter notre édifice. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a un nutritionnisme, oui, je connais qu'il y a un nutritionnisme, mais le pharmacien aussi peut être un bon épidémiologiste nutritionnel et apporter son édifice. Il y en a tant de choses que nous, on peut avoir. Mais c'est maintenant l'occasion qu'on doit saisir. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on va attendre qu'un X ou un Y meurt et laisse la pharmacie où il n'y a pas d'enfant qui va gérer la pharmacie. Après, on va saisir l'opportunité. Non, il faut qu'on saisisse d'autres opportunités autres que l'officine. Voilà ce que je peux dire. Je peux laisser la parole à ce bar. Merci pour la fin, docteur Abdou. Ça me fait rire parce que bon, en fait, c'est notre réalité du moins de notre domaine, la pharmacie en quelque sorte. Dans l'orientation de la santé publique par nous, pharmaciens au Cameroun, c'est clair que nous sommes novices, nous sommes très peu qui avons opté pour ça et je ne pense pas que c'est pas que les autres, c'est parce que tout le monde optait pour l'officine. C'est que on ne connaissait pas notre place dans ce domaine-là. Santé publique, comme le docteur Abdul dit, on voit directement les épidémiologistes et les épidémiologistes au pays, ils ont été bondés par les médecins, quoi. On se disait, bah. Donc, je prends, pour aller terre à terre, je prends mon cas. Comme je vous disais, en sortant de Baranté, de mon diplôme, je fais l'officine, mais je me dis, bah, je vais pas embrasser cette carrière toute ma vie. Par contre, je le faisais bien, quoi. Mais maintenant, en santé publique, je pense pas, on n'a pas assez d'orientation. Du coup, d'où l'intérêt de ces ateliers. Je ne savais pas, moi, comme les autres étudiants, je croyais que la santé publique s'arrêtait à l'épidémiologie, quoi. Donc, j'arrive, je découvre le master 1, je découvre que, par contre, en Europe, il y a autant de pharmaciens que des médecins, que des infirmiers, que des vétérinaires, que des chirurgiens dentistes, et que la santé publique a plusieurs pans. Et le pan disons que terre à terre, l'épidémiologie est vraiment un peu tournée vers les médecins, cette profession-là, et ils ont saturé ce domaine-là, on peut dire. Les pharmaciens se fraient un chemin. Donc, moi, quand je cherchais les spécialisations, je me disais, c'est clair, si tu cherches épidémio, il y en a une pléthore qui va te différencier des autres et tout. Et après, je ne voulais pas aussi, parce que l'épidémio fait en sorte quand même qu'on sort un peu quand même beaucoup du médicament. Donc, tu deviens très spécialisé, santé publique, et toutes ces années, le médicament, alors dans tout ça. Donc, dans les UE que j'ai eu à côtoyer, la recherche clinique, par contre, j'excellais dans cette UE, bizarrement, mais parce que ça renvoyait aux médicaments, ça renvoyait aux essais cliniques, à ce que j'avais déjà connu dans les facs de pharma, quoi, dans mon cursus de pharma. Mais, sauf que la recherche clinique la particularité, du moins sur le terrain, la recherche clinique est menée dans les hôpitaux. Et pour être menée dans les hôpitaux, il faut des personnes qui pratiquent sur le patient. Il faut avoir l'accès au patient. Et l'accès au patient, c'est le médecin qui l'a. Donc, la recherche clinique, là encore, était réservée aux médecins. L'anecdote, par exemple, c'est que pour accéder au master de recherche, par exemple, en recherche clinique, dans ma fac à Paris, où j'étais, j'avais les notes il fallait avoir excellé en épidémio, dans les yeux épidémio, recherche clinique et biostat. Et encore plus recherche clinique,
parce qu'il y avait le master de recherche épidémio, master de recherche clinique et le master biostat. Donc, il fallait se démarquer dans l'une des UE pour voilà, pouvoir postuler, être accepté. Donc, j'ai postulé à celui de recherche clinique. J'ai même pas regardé épidémio parce que pour moi, je me disais épidémio, médecin, c'est le terrain, c'est voilà, c'est les épidémies. Ouais, c'est bien beau, c'est la santé, mais c'est pas le médicament, quoi. Mais pour rester dans le médicament, c'est la recherche clinique. Donc, j'ai postulé là, mais j'ai vite déchanté parce que j'ai pas été acceptée, hein, parce qu'ils ont privilégié les médecins, les personnes qui ont accès aux patients, qui sont à l'hôpital, qui sont dans les services de l'hôpital, qui pourront mener les essais cliniques. Voilà. Mais heureusement, j'avais postulé à mon master de recherche à l'ISPER à Bordeaux en épidémio parce qu'eux, ils proposaient épidémio et recherche clinique dans le même master. Et j'ai été prise à Bordeaux. Mais après, j'ai aussi eu la chance dans les recherches et par les personnes que je côtoyais de savoir qu'en épidémio, il y a aussi un pan de l'épidémiologie qui traite du médicament. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'est que la pharmacoépidémiologie pour rebondir sur une question qu'on a posée dans la discussion. Qu'est-ce que la pharmacoépidémiologie? La pharmacoépidémiologie, c'est l'épidémiologie appliquée en gros, la pharmacoépidémiologie, c'est connaître l'impact de l'utilisation des médicaments dans la population. Donc, la pharmacoépidémiologie, c'est l'utilisation du médicament en vie réelle, après sa mise sur le marché. Quand la population l'utilise, qu'est-ce qu'on en ressort? Est-ce qu'il y a un bénéfice effectif après ce que les essais cliniques nous ont dit, devoir prouver un bénéfice dans la balance bénéfice-risque? Est-ce que c'est vraiment le bénéfice qui est effectif? Parce qu'on est en situation de vie réelle. Or, en essai clinique, on est en situation contrôlée, où tout est contrôlé sur le patient. Il faut être dans un schéma. Les patients qui sont admis en essai sont dans des schémas spécifiques. Donc, il ne faut pas qu'ils aient des maladies chroniques. On ne prend pas de femmes enceintes, on ne prend pas d'enfants, on prend moins encore les personnes âgées. Or, les personnes qui ont accès aux médicaments dans la vie réelle, ce sont toutes ces personnes-là qu'on n'a pas étudiées dans les essais cliniques. Du coup, l'épidémiologie vient maintenant étudier l'utilisation en vie réelle dans cette population. Donc, avec l'épidémiologie, concrètement, par exemple, dans mon cas, en master, par exemple, j'étudiais l'impact qu'a une classe d'antidiabétiques oraux que sont les gliptines, l'impact des gliptines chez les patients diabétiques, notamment son impact cardiaque, parce la pharmacoépidémiologie est en fait complémentaire à la pharmacovigilance. Donc, ce sont les deux de la santé publique qui sont faits sur le médicament dans la population en vie réelle. Donc, quand le médicament est mis sur le marché, on a appris tout ce qu'est la pharmacovigilance, on va surveiller les effets indésirables du médicament sur le marché avec les notifications, avec les déclarations que les professionnels de santé feront et les patients feront. Il y aura des effets secondaires qui vont remonter en surface, donc qui vont être déclarés et que par l'étude de pharmacovigilance, en exploitant les données de pharmacovigilance, on va signaler ces effets-là. Mais maintenant, ce ne sont que des déclarations d'effets, pas les effets secondaires potentiels. Mais on ne sait pas effectivement si ce qu'il en est sur le terrain. Pour la pharmacoépidémiologie, où on prend les données d'utilisation globale du médicament par on étudie les effets qui en ressortent. Et ces effets-là, maintenant, seront, quand ils sont significatifs, ils impactent maintenant sur l'autorisation de mise sur le marché du médicament, où on peut dire que, en fait, ce médicament, on avait donné son autorisation à partir des essais cliniques. Sauf que les essais cliniques ne ressortaient pas tel effet qui ressortent dans la vie réelle. En gros, c'est ça la pharmacoépie. Et je me suis rendu compte que c'est le pan, par exemple, de la santé publique qui est accessible peut-être même à nous au Cameroun. Parce que côté recherche clinique, on a peu de moyens pour mettre en place des essais cliniques. C'est tout un protocole pour mettre en place des essais cliniques. Mais par contre, on a beaucoup de médicaments qui sont mis sur le marché tous les jours dans notre système. Pour être passé à la DPM, je vois comment ça se passe. Les génériques, ils en pleuvent, il y en a pléthore. On a un système de pharmacovigilance qui est encore naissant
parce qu'on ne fait pas partie, dans le système de l'OMS, l'Afrique fait partie. Il y a peu de pays qui déclarent et on déclare même encore. Déjà au niveau mondial, la déclaration est sous-estimée. En Afrique, elle est encore plus sous-estimée. Donc, on ne connaît vraiment pas quel est l'impact des médicaments que la population prend sur la population. On a des AVC, on a des trucs, mais on ne sait jamais imputer cette maladie-là aux médicaments ou à ce qu'un patient a pris. Et on ne peut le faire qu'avec des données globales, en fait. On ne peut pas le faire avec des données individuelles, d'où l'importance de la pharmacoépie en répondant aux questions. En gros, voilà la place du pharmacien dans la santé publique, je pense. Les autres domaines, épidémiaux, recherche clinique, on est compétitif tout autant que des médecins ou des gens qui ont fait biologie ou même maths, qui ont fait une licence maths et qui ont fait biostat. Tu vas en biostat, je ne vois pas où tu te différencies avec celui-là. En gros, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, docteur Marie. Je crois que ça a été assez explicite et que tout le monde est satisfait. Une autre question. Vous estimez à combien le nombre de pharmaciens camerounais qui ont au moins un master en santé publique? Et est-ce qu'il existe un impact véritable? Est-ce qu'il existe un impact véritable dans l'environnement camerounais? Donc, si je comprends bien la question, c'est de savoir si le nombre de pharmaciens au Cameroun qui ont un master en santé publique impacte réellement sur l'environnement camerounais. Je crois que c'est ça la question. Genre, si on a peu de pharmaciens ayant un master en santé publique, est-ce qu'il y a un impact dans l'environnement camerounais? Docteur Adoul, je crois que la question est vôtre. Merci pour la question. Donc, comme je vais aller dans le même sens que Dr. Marie, pour le moment, il n'y a pas un impact réellement. Il faut d'abord qu'on embrasse des domaines qui sont beaucoup plus spécifiques aux nôtres. Comme elle a dit, il y en a beaucoup de domaines dans la santé publique qui vont faire objet d'une conférence avec d'autres professionnels de santé, comme elle a dit, les infirmiers, les médecins, les mathématiciens. Mais si on embrasse les domaines qui sont beaucoup plus spécifiques, c'est là où on pourra réellement mesurer l'impact. Dans le terme d'impact au Cameroun, il n'y a pas encore réellement d'impact des pharmaciens en santé publique. Donc, d'où, je le dis, d'où cette initiative que vous avez organisée et que je vous remercie sincèrement afin de pouvoir promouvoir cela et que bon nombre d'entre nous, quand je dis d'entre nous, je ne m'excuse pas parce que je vais continuer à faire des formations, bon nombre d'entre nous puissent saisir cette occasion afin de pouvoir s'orienter vers des domaines beaucoup plus spécifiques dans la santé publique et que nous pourrons ensemble réellement agir dans notre contexte camerounais. Donc pour le moment, il n'y a pas d'impact. Et je peux pas donner un chiffre exact des pharmaciens qui ont un master en santé publique au Cameroun. Je n'en ai pas, honnêtement pas. D'accord, merci Doc. Bon, je crois que la question de Zachary, j'ai l'impression que Dr Marie l'a déjà répondu. Je vais quand même la reposer. Quelle place le pharmacien de santé publique a-t-il dans le système de santé camerounais, étant donné que pour un même master avec le médecin, on a tendance toujours à ramener le pharmacien aux médicaments, gestion des médicaments. Donc, je crois que Dr Marie, je crois que vous pouvez conclure avec ça parce que je crois que vous avez déjà répondu à cette question-là en tout cas. Oui, je pense que c'est dans le sillage de ce que je disais. Donc, clairement, la place du pharmacien en santé publique. Il faut qu'on... vu qu'on est répondante, nous sommes ceux qui sont répondants à la population de ce qu'est le médicament et de ce qu'est son effet sur la santé de la population. Et vu avec les temps qui courent, que la population a quand même dans notre société encore plus, des doutes face à l'efficacité réelle d'un médicament quand il le prend. Et se tourne souvent vers d'autres médecines qu'on est en train aussi nous de développer, la médecine traditionnelle. Donc tout ça pour étudier en fait, donner l'impact réel de toutes ces médecines, que ce soit conventionnelles avec le médicament chimique ou avec le médicament traditionnel. Il faudrait qu'on développe, nous, pharmaciens, qui vont être garants du médicament, ces pans de la pharmacovigilance et la pharmacoépie
Parce que, en fait, ce sont ces pans de la santé publique dans le système occidental qui fait en sorte que dans le système décisionnel et même de rapport à la population, ça montre que les professionnels eux-mêmes remettent en question ce dont ils nous rabâchent tous les jours. Donc, par la pharmacovigilance, le patient voit que bah, là, je peux déclarer un effet. Je déclare les effets que je pense que j'ai subi face à la prise d'un médicament. Bon, je déclare pas en restant chez moi en disant que je pense que j'ai eu un effet secondaire, je suis allée voir un médecin, le médecin a validé, il a fait remonter l'information. Là, le patient, lui aussi, il fait plus confiance au système de santé en disant que je suis écouté, je ne prends pas n'importe quoi, on me suit. Et nous, pharmaciens qui sommes au premier rang face au conseil aux patients, c'est nous qui voyons les patients les premiers, souvent même avant qu'ils aillent à l'hôpital, quoi. Donc, un patient puisse arriver en pharmacie et le pharmacien fasse remonter les effets secondaires. Et après qu'une étude de pharmacovigilance relaye au niveau national un effet secondaire qui fait en sorte qu'on puisse suspendre un médicament qui a été mis sur le marché, fait en sorte que et le pharmacien la population a un regain de confiance en son professionnel de santé et le pharmacien est content de la place qu'il a dans le système de santé. Mais je pense que le malaise qu'on a actuellement, c'est le fait qu'on s'arrête tous à la distribution. On s'arrête tous et du coup, du moins, c'est moi le sentiment que j'ai eu. Je me dis, mon rôle, oui, je suis à l'officine, je donne les conseils sur le médicament. Après, je donne le médicament à mon patient. Beaucoup guérissent même, du moins, j'ai même beaucoup. Mais après, et alors, maintenant, à part ma petite officine, au plan national, je ne sais pas quel rôle j'ai, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que ma profession apporte aux patients. Voilà le Covid qui est arrivé, il a fallu qu'est-ce qu'on apporte de plus? Chaque métier avait l'obligation, en fait, de démontrer au monde entier comment il se démarquait des autres, qu'est-ce qu'il apportait de plus. Mais par la santé publique, en Europe, du moins, quand le Covid a déclenché en France, par exemple, les services de pharmacovigilance ceux, par exemple, qui ont déclaré très vite qu'il ne fallait pas que la population, que les jeunes prennent les anti-inflammatoires. Parce que par les études de pharmacovigilance, on a vu que la prise d'anti-inflammatoires aggravait le risque de faire les formes graves de la maladie parce que par aussi le mécanisme pharmacologique du médicament et par les mécanismes physiologiques qu'on a appris. Et là, quand ça a été dit, la population suit directement. Ils savent que c'est pour notre santé, c'est pour notre bien. Alerte, on ne prend pas. Mais si on n'a pas cette place-là qui est connue, je pense que notre métier, on va être dégradé. Comme ça l'est maintenant, chaque fois, on sera remis en question. Quelle est votre place? Si ce n'est que la vente et le conseil, bah, on est concurrencé par ceux qui sont dans au poteau. Ils le diront. Peut-être ils n'ont pas eu besoin de vos années d'études. Et c'est dommage, mais voilà, c'est le même problème qu'il y a dans toutes les sociétés et qu'il faut qu'on se démarque pour ça. Donc, je pense que voilà notre place qui doit être dans le système de santé. Merci beaucoup, Dr Marie. Donc, en d'autres termes, la question que Dr Marie vous pose aujourd'hui, c'est à quoi est-ce que vous êtes utile derrière un comptoir? Concrètement, quel est votre impact sur la population en général? Et la réponse pourrait se trouver en tout cas dans la pharmacie dans la pharmacoépidémiologie. Comme autre question, pensez-vous comme certains que les diplômes interuniversitaires n'ont pas de poids par rapport au master? Oui, c'est ça d'abord. Pensiez-vous que les diplômes interuniversitaires n'ont pas de poids par rapport au master? Je ne sais pas si la personne a suivi ma présentation, mais je disais que les diplômes universitaires, ce sont des formations diplômantes. Donc, diplômante, ça veut dire quoi? Tu as un diplôme, tu fais valoir ton diplôme. Mais sauf que c'est une formation diplômante qui est spécifiée. Du moins, prenons l'épidémie ou bien la recherche clinique, comme quelqu'un a demandé. Le fait que ce soit ouvert en master, c'est parce qu'il y a
un ensemble de connaissances à acquérir qui font que pour que tu aies une connaissance complète de la chose, tu dois passer par toutes ces formations. Or, les DU, parce que ce sont des formations plus courtes, ne vont pas donner certaines U, ne vont pas t'ouvrir tout le champ. Donc, il y aura les DU sont plus spécialisés, plus spécifiés, mais sont tout aussi diplômants que les masters, quoi. Et voilà, c'est comme les médecins, en fait. Les médecins généralistes qui n'ont pas pu faire, par exemple, l'internat ou une spécialisation. Ici, là, en Europe, ce qui se passe, il y aura des médecins qui auront un pan, par exemple, pédiatrie. Ils auront fait des DU en pédiatrie. Donc, ils auront eu quelques cours en pédiatrie, ce qui fait qu'ils pourront prendre certains patients, certains enfants hospitalisés, mais ce ne seront pas des pédiatres. En gros, c'est ça. Et en fait, c'est la même chose avec l'épidémie. Vous aurez des DU d'épidémie, vous aurez certaines connaissances, mais vous ne serez pas épidémio. La preuve pour s'inscrire à parce qu'il y a des sociétés savantes d'épidémio quand on entre dans la recherche et tout, donc des sociétés d'épidémiologie dans le monde. Mais pour faire partie de ces sociétés-là, il faut avoir fait une formation à type master. Un DU simple ne suffit pas à dire que vous êtes épidémiologiste, en effet. D'accord, merci, docteur Marie. Docteur Abdou, vous aimeriez ajouter quelque chose? Non, c'est bon, elle a tout dit. D'accord. Comme question, je crois la dernière question peut-être. Puis-je faire pharmacoéconomie directement après mon diplôme de pharmacien? Est-ce une spécialisation ou une discipline? Donc, je ne sais pas si vous voulez dire pharmacoépidémiologie ou pharmacoéconomie, je suppose que c'est épidémio, mais je ne sais pas si la pharmacoéconomie, c'est bien économie, c'est ça? Pharmacoéconomie. Oui. C'est dans l'économie de la santé. Voilà, d'accord. L'économie, c'est pareil que l'épidémie ou la pharmacoépidémie. Donc, il fait un master 1 en santé publique et après, il y a des masters en économie de la santé. Et dans l'économie de la santé, maintenant, il y a les directions pharmaco-éco, médico-éco, photo. Donc, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouviez reprendre? Vous aviez dit pour faire pharmacoéconomie, qu'est-ce qu'il faut exactement? Valider un master 1 en santé publique pour avoir les bases de la santé publique. Parce en master 1, par exemple, il y a une UE d'économie de la santé. Donc, on a les petites bases de l'économie de la santé. Et après, cela ouvre le champ à la possibilité de s'inscrire en master 2 d'économie de la santé. Maintenant, dans l'économie de la santé, il va apprendre plusieurs disciplines de l'économie de la santé, la médico-éco, la pharmacoéconomie. Et voilà. Donc, c'est là qu'il pourra se spécialiser en pharmacoéconomie. D'accord. Donc, pour répondre à sa question, FV, c'est bien une spécialisation et pour l'obtenir, il faut d'abord avoir un master 1 en santé publique, pardon. Et oui, la deuxième année de master, il y a des possibilités de spécialisation parmi lesquelles pharmacoéconomie. Oui, la deuxième année, il cherche les masters en économie de la santé. Et c'est dans ces masters qu'il trouvera la pharmacoéconomie. D'accord, il vous remercie. Et puis, il demande quel est l'impact en termes d'avancée pour la profession. Je suppose qu'il parle de l'impact je ne sais pas si la pharmacoéconomie toujours, ou c'est simplement l'impact de la pharmacoépidémio dans le domaine de la profession, je ne sais pas. Quel est l'impact? Oui, oui, Doc. Je pense que j'ai répondu, du moins c'est ce que j'ai dit. Ça revient déjà. D'accord, merci bien. Y aurait-il d'autres questions? S'il vous plaît, j'aimerais savoir sur le terrain, la collecte d'infos sur l'impact des médicaments dans la population se fait à quel niveau? Entre parenthèses, structure sanitaire ou sur le terrain proprement dit? Donc, je crois que c'est la dernière question qu'on va prendre alors. Ouais, en fait, ça dépend déjà du protocole qui est à définir à la base. Ça peut se faire aussi bien au niveau de la structure sanitaire ou bien au niveau de la population proprement dit. Mais tout dépend du protocole à la base. Je pense que je vais laisser la parole à Dr Marie qui est plus orientée dans ce domaine, dans la pharmacoépidémiologie, de nous donner plus d'orientation. La collecte de données, c'est comme le docteur Abdul disait. En fait,
en général, la collecte de données dans un projet dépend du protocole que le projet a établi dès le départ. Mais en général, les données sont collectées, soit ce qu'on dit rétrospectivement. Donc, on va vers la population, on collecte les données, quels médicaments vous avez pris, comment et tout. Mais sauf qu'en santé publique, cette collecte de données a souvent un gros biais d'informations, comme quoi le patient peut avoir oublié ce qu'il a pris ou bien extrapoler ce qu'il a pris parce qu'il sait que peut-être, par exemple, il y avait la polémique des vaccins. Si on va vers un patient où les patients fustigeaient les vaccins, la prise de vaccins et tout, et si tu choisis de remonter vers le patient pour lui demander l'information, il saura que non, à ce moment, le vaccin est un peu là, ou bien on a dit que tel vaccin aurait potentiellement un effet. Si tu remontes vers le patient, il va faire le lien, alors que toi, c'est ton rôle de faire le lien. Donc, cette collecte de données-là est souvent la plus biaisée, comme on dit, donc sujette à beaucoup d'erreurs. Comme autre information, les meilleures informations, c'est les informations que le patient a données sans savoir que ça allait entrer dans un projet. Et ici en France particulièrement, c'est les informations qu'on n'a pas les données de l'assurance maladie. En fait, le patient, chaque jour, quand il vient en pharmacie, prendre les médicaments, les données de délivrance des médicaments sont directement remontées dans une base nationale. Donc, ce qui fait qu'au jour le jour, on a les données de consommation des médicaments dans toute la population française. Parce que le patient aussi a une carte de sécurité ici, sociale, donc un identifiant unique. Ce qui fait que avec son identifiant unique, on a déjà son âge, on a son sexe, on a où il habite, on a les médicaments qu'il a pris, dans quelle ville il vit, l'hospitalisation qu'il a eue. Et ce sont toutes ces données qui font qu'on peut, en faisant des modélisations statistiques maintenant, en faisant tous nos projets, on peut mettre en lien, on peut faire ressortir un médicament qui a eu un effet dans la population. Et notre conclusion sera si elle est significative, si elle est juste, donc si nos données sont statistiquement significatives, comme on dit, font en sorte que ce sera potentiellement très vrai parce que les patients nous ont donné ces informations sans être au courant, sans savoir même que cette étude allait être menée. Donc, c'est comme ça que les meilleures données sont collectées à l'insu des patients. Bon, sont collectées à l'insu des patients, je ne dirais pas, parce qu'il y a aussi une information des patients, comment on dirait, un droit des patients qui est fait comme en recherche clinique, où le patient doit être informé de ce qui est fait de ces données et tout et tout. Mais les meilleures données sont celles que voilà, le patient ne sait pas pourquoi effectivement. Donc il y a ça, mais il y a aussi les données en structure sanitaire. Donc quand il y a parce que c'est pas tous les pays en Europe, par exemple, comme la France, où les patients ont un identifiant unique. Donc, par contre, il faut aller chercher les données, quoi. Et donc là, on va dans les hôpitaux parce que les hôpitaux ont ces renseignements-là. Ils ont enregistré le patient, ils ont le nom du patient qu'on ne nous donne pas parce qu'il faut que ce soit anonyme. Donc, tu auras toutes les données démographiques des patients, mais tu auras les données cliniques aussi des patients et les données pharmacologiques dans les médicaments qu'ils prennent. Donc, ces données-là aussi sont aussi très utilisées, les données dans les structures sanitaires. Et après, il y a les données sur le terrain, comme il a dit. Mais les données sur le terrain, il faut un protocole de béton pour que les données soient validées après. Parce qu'il y a beaucoup de risques d'erreur. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, justement, parce qu'on se demandait bien comment obtenir les informations du patient, pourtant, il y a ce qu'on appelle le droit je crois que ça ne revient pas trop. Bref, il faudrait que le patient donne son approbation pour participer à une étude. Comment vous réussissez à récolter ces informations sur le terrain sans que le patient ne signe cette autorisation-là? Non, sur le terrain, je veux bien faire la nuance. Sur le terrain, toutes les données qui sont récoltées sur le terrain aux patients, il doit signer un consentement parce qu'ici, il y a des sociétés de protection des patients. Et avant un protocole d'étude est passé, est d'abord
validé par ces sociétés-là. Donc, ils valident que vous respectez effectivement la vie privée des patients, quoi. Voilà. L'accord, vous aurez l'accord, le consentement éclairé, voilà. Ça s'appelle le consentement éclairé. Donc, sur les études de terrain, c'est indispensable pour mener une étude de terrain. Maintenant, sur les études de base de données, parce qu'il y a les bases de données en Europe, dans certains pays, les pays nordiques, qu'on appelle la Suède, la Finlande et tout, les pays où les patients, depuis qu'ils sont nés, l'État a les données, bon, pas l'État, une société, du moins au niveau national, il y a les données de toute la population. Mais maintenant, les lois ont été faites de telle sorte que les scientifiques puissent avoir accès aux données, mais pour avoir accès à ces données, c'est aussi toute une autre procédure de confidentialité. C'est pour ça que pour mettre un projet en place, il faut souvent 1 an avant qu'on ait même les données. Parce que voilà, il y a toutes ces procédures-là à respecter. C'est pas que tu veux les données d'un patient, vous avez tout. Et les données, parce qu'il faut que les données soient anonymisées, vous n'avez pas de moyen de remonter à un patient, quoi, d'avoir tout l'historique d'un patient. En fait, d'accord. Merci beaucoup, docteur Marie, pour la réponse. Je crois qu'on va clôturer maintenant. Merci à tous les panélistes et à tous les étudiants qui nous ont rejoints, à tous les docteurs qui nous ont honorés de leur présence et pour leur participation. Nous sommes là au 2e jour, donc vivement vous revoir ce jeudi, oui, pour le thème de la pharmacie hospitalière. Et justement, comme docteur Abdoul le disait, quand il parlait de nutrition, on aura dans les panélistes un docteur qui pourra en dire plus dessus. Comme quoi la santé publique est assez vaste et rejoint d'autres domaines. Alors, vivement vous revoir très bientôt. Merci et bonne soirée à tous.